Salut tout le monde, merci de rester avec nous. On est en train de faire la ronde 5 et la dernière ronde suisse du Lisandre Championship Series de aujourd'hui, samedi 25 avril 2020. En présence de Dharma Quiz, votre serviteur, et de Jonathan Hawks, notre organisateur. Salut Hawks. Salut à tous. Voilà, le tournoi Lisandre qui est ton tournoi que tu organises là maintenant. Ouh, attends, il y a un petit problème avec l'overlay. Voilà, c'est mieux comme ça. Comme ça, on voit bien que c'est le Lisandre Championship Series, qui est un tournoi qualificatif parmi quatre que tu organises dans les mois d'avril et de mai. Voilà, tout à fait. C'est un tournoi qualificatif sur plusieurs semaines. Donc, toutes les 2 semaines, il y en aura un en parallèle du Limitless. Et donc, chaque petit tournoi permet de se qualifier pour une grande finale qui sera en juin, où il y aura 16 joueurs. C'est bien ça? C'est ça, voilà. Chaque personne qui participe à nos tournois, donc des qualifieurs, gagne des points. Donc là, c'est les 9 premiers de chaque tournoi qui gagnent des points, qui sont valables sur un classement général et qui débloqueront le dernier tournoi, du coup, le tournoi qui se passe en juin pour les 16 premiers. Voilà, un tournoi qui est soutenu grâce à PCA, Card Market, la boutique de Cray, la Terre des Mille Jeux et ainsi que l'artiste Moi et ses merveilleuses et ses merveilleuses illustrations qu'elle réalise. L'une des premières personnes en France, il me semble, à réaliser ça et qui fait un travail de génie qui est très admirable. Tout à fait. Marjorie fait pas mal de cartes altérées, comme on dit. Et c'est vraiment pas mal. Mhm. Voilà, donc là, on a Luby qui nous montre un petit peu ce qu'il joue. Luby qui est un joueur assez reconnu puisqu'il est l'un des joueurs les mieux classés du monde plusieurs années de suite, avec des performances de tournoi assez impressionnantes depuis un long moment, face à Jir qui a une petite particularité, qui est actuellement un joueur qui vit au Japon. Exactement, c'est un joueur français qui vit au Japon, donc qui participe régulièrement à pas mal de régionaux au Japon. Ah. Donc c'est Et c'est la première fois qu'on le voit sur un tournoi français, en fait. Voilà, donc là actuellement il joue, il me semble qu'il a un décalage horaire de 6 heures, de 6 heures il me semble, 6 heures environ. En tout cas un sacré décalage qui fait que là maintenant il est déjà le soir pour chez lui. Merci à lui de nous rejoindre, ça nous permet d'avoir une opinion différente du méta puisque les jeux de cartes tels qu'ils sont au Japon ici sont très différents et donc les idées qui émergent le sont aussi. C'est un match entre deux joueurs assez appréciés du Café Lisandre. Tout à fait. D'un côté, on a Luby, hein, notre français préféré, hein. Et puis, ouais, il y a Gear, hein, Gear qui fait beaucoup parler de lui sur le Café Lisan. Ça fait un moment qu'on voulait le voir jouer, on n'a pas eu trop l'occasion de le voir nous sur des streams japonais ou quoi, ou alors on a mal vu. Mais du coup, ça fait plaisir de le voir ici. Là, en plus, il joue une version d'ADP Spiritomb. La liste de Ross Cotton, il me semble, qui a fait troisième ou quatrième au Limitless. Roscarton, Ross Cotton. American, right, am I right? Un deck qui est assez intéressant, surtout Ross Carlton est un joueur qui est de longue date et qui avait brillé plusieurs fois avec des performances au championnat du monde. Notamment, moi je l'ai connu en 2011 où il a fini deuxième avec un deck très très particulier qui a même fini par porter le nom du joueur, le Ross deck. Donc c'est quelqu'un qui construit des decks plutôt pointus. Et, mais d'abord, est-ce qu'on peut revenir aux bases comme disait Orelsan, il me semble, la base, ou Caris, c'est au choix. Qu'est-ce qui fait le fameux ADP? Qui est ce fameux ADP? Est-ce un président d'une contrée secrète? Alors oui, ADP, c'est un peu le président actuel du TCG Pokémon, je dirais. Il a la particularité d'avoir une très jolie GX en fait. La Mhm. GX étant que pour une énergie métal, on ajoute 30 dégâts à tous les Pokémon. Mais si jamais il y a une énergie métal et une énergie eau, non seulement ça ajoute 30 dégâts, mais ça ajoute aussi le fait de prendre un prix supplémentaire. Donc, exemple, si vous faites un KO sur une escouade, ça prendra 4 prix au lieu de 3. Si vous faites un KO sur une GX, ça vous fera 3 prix au lieu de 2.
et si vous faites un KO sur un Pokémon à un prix, ça vous fera 2 prix. Voilà, donc tous les decks qui d'habitude essayent de te faire complètement peiner parce que l'adversaire ne prendra que une récompense à chaque fois, et bien la partie devient beaucoup plus rapide contre eux. Et même de façon générale, le boost de dégâts et le boost de récompense est quand même assez meurtrier. Là, il y a quand même une particularité que j'aime beaucoup sur le banc, on voit, qui profite d'un état de fait, c'est que nous avons l'énergie multicolore au format, qui est une très bonne carte, mais avec un petit contre-coup négatif, qui est de s'affliger un marqueur de dégâts. Mais tu peux nous expliquer, Jonathan, comment ce contre-coup est habilement utilisé et retourné en tant qu'avantage? Alors, avant d'en parler, la particularité qui est tout de même sympathique, c'est que l'énergie multicolore n'est pas jouée au Japon. Là, en fait, le méta qu'ils ont au Japon, il me semble que la carte, donc énergie multicolore, est pas dans le format. Il me semble elle est pas bannie, mais je crois que la rotation n'a pas eu lieu En fait, ils ont eu au un début. système différent. Ils jouent déjà dans un format qui ressemble à un format à partir de l'équivalent de la série DioChock pour nous. Donc, ils n'ont plus d'énergie multicolore au format. C'est pour ça que c'est un deck qui n'est pas apparu au Japon, mais qui est apparu chez nous. C'est ça, et du coup, bah, Spiritomb tape en fonction des marqueurs de dégâts qu'il a sur lui. Et pour chaque marqueur de dégâts, il tape à 30. Donc de base, son attaque c'est 10. Mais pour chaque marqueur de dégâts sur lui, il tape à 30. Donc 30 plus l'AGX d'ADP qui rajoute 30. Je vous laisse compter, mais ça fait de beaux chiffres. Voilà, donc effectivement, là, il a mis plusieurs cartes qui permettent de jouer avec ces marqueurs de dégâts. Déjà, un Liputu pour déplacer un marqueur de dégâts d'un de tes Pokémon à un autre. Donc, si tu attaches l'énergie multicolore à Arceus, Dialga, Palkia, GX, le fameux ADP, on peut déplacer ce marqueur de dégâts pour booster un Spiritomb et ainsi jouer dessus. C'est assez bien joué. Le Spiritomb qui accumule les dégâts, il a également un outil qui fait que Spiritomb affiche plus de dégâts s'il lui reste maximum 30 PV. The Spiritomb qui devient un petit attaquant de derrière les fagots assez violent, assez violent en fin de compte et qui est capable de délivrer des patates de forain. C'est quand même comment retourner un contre-coup en avantage, c'est quand même plutôt fortiche. Voilà, Spiritomb qui tape sur un maximum de 190 avec la GX d'ADP, si je dis pas de bêtises. Quand il a 50 points de dégâts sur lui, donc quand il lui reste 10 PV, il tape à 190 avec la GX. Et avec l'objet qu'il a sur lui quand il a 30, ça fait les mêmes dégâts au final. Voilà, c'est quand même la ceinture agitée, c'est un outil qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir. Et encore moins, les joueurs japonais n'y ont plus accès puisqu'il fait aussi partie de la même série que la dernière impression de l'énergie multicolore. La ceinture agitée inflige 60 dégâts supplémentaires si le Pokémon auquel est attaché a un maximum 30 PV restant. Donc, Spiritomb peut atteindre maximum, s'il se met 50 dégâts dessus, ça fait déjà 150, 10 dégâts de base 160, 220 dégâts, 220 dégâts, mais qu'est-ce qu'on en met des choses KO en un coup avec ça? Là, c'est quand même, c'est plutôt en dessin quand même comme dégâts pour un petit Pokémon qui se contente juste d'accumuler des dégâts. Et en plus de ça, on n'a pas parlé du talent de Spiritomb. Ouais, le talent Spiritomb qui permet d'ajouter 10 points de dégâts sur lui-même. Donc, le fait de le faire plusieurs fois, donc sur plusieurs Spiritomb, ça peut aller très vite pour stacker les dégâts en fait sur un Spiritomb, puisqu'on peut les bouger avec l'Iputu. Et la petite particularité sympathique, c'est que le deck de Rose Cotton joue une Big Amulette. Il en joue même deux. Donc, il y a une possibilité de se mettre une amulette sur un Spiritomb et d'aller au-delà des 60 points de vie de Spiritomb. Voilà, donc tout est vraiment fait. Ce Spiritomb qui est censé fonctionner par lui-même, par son propre talent, finalement, le deck ADP lui fournit toute une mécanique pour fonctionner tout seul. C'est quand même assez agréable.
tout à fait. Voilà, donc là de l'autre côté, passons un peu au deck de Luby, puisqu'on a assez parlé du deck ADP dans cette nouvelle variante intéressante. Il est temps qu'on passe à un autre deck un petit peu épicé aussi, puisque c'est un deck qu'on a peu l'habitude de voir. Présentons le deck Morpeko V. Ouais, alors du coup, le deck Morpeko. Il y a du Tapu Koko V, donc un Pokémon qui tape plutôt fort. Pour 3 énergies, il fait 200, si je dis pas de bêtises. Et sa première attaque pour une énergie fait 20 et pioche des cartes. Donc en début de partie, ça peut être sympathique. Voilà, effectivement, c'est ça qui est toujours intéressant, c'est d'avoir des options. C'est très important. Plus nos attaquants nous donnent d'options, et plus on peut rebondir sur différentes situations de jeu qui nous arrivent. Et surtout, voilà, l'attaque électro-roue de Morpeko V pour faire 150 dégâts. Et on peut cacher le Morpeko sur le banc pour laisser devant une Poké-poupée de Lily qui ne faut aucune récompense s'il est mis KO. Donc attaquer et aller se cacher, c'est assez sournois. En plus, ce qui est sympa avec Morpeko, c'est que le deck joue l'énergie qui permet d'utiliser l'attaque d'une sous-évolution. Voilà. Et ça rentre en jeu parce que Morpeko V possède Morpeko V Max, une évolution qui a 300 PV, une attaque qui est bon, elle est sympa, mais on a rarement on n'a pas tant que ça envie de la jouer. Donc on utilise plutôt l'attaque de Morpeko V pour une fois évolué en V Max pour infliger 150 dégâts et aller se cacher sur le banc. De cette façon, même si l'adversaire arrive à forcer ton Morpeko V Max à passer en actif, 300 PV c'est difficile à mettre KO en un seul coup. Donc ça permet d'être beaucoup plus résistant, même si l'adversaire arrive à forcer ton Morpeko V Max à passer en actif. Comparé à Morpeko V qui a beaucoup moins de PV, qui n'en a que 170. Plus facile à atteindre pour un Spiritomb. Voilà, c'est un peu un système de hit and run, hein, le chat et la souris, comme on dit. Tu fais 150 avec l'attaque de Morpeko et puis après tu mets une poupée. Hein. C'est grandiose, mais ça passe. Là, on a quand même eu quelque chose d'assez intéressant, c'est que Gear a décidé de volontairement mettre KO son propre Spiritomb dans un seul but, libérer une place sur son banc et ainsi poser Fion pour envoyer le Poké-Poupée de Lily au loin. C'est un coup qui est assez contre-intuitif. Contre-intuitif quand on y pense, mais plutôt malin que le lynx. Moi j'aime beaucoup. C'est malin, c'est très malin parce que il force en fait à prendre des prix. Hein. Il force lui à mettre quelque chose d'autre que la poupée et prendre des prix, il n'y a que ça de vrai. Hein. Voilà, donc effectivement, ça permet de cette façon-là de continuer d'avancer et de prendre des récompenses, quitte à se débarrasser à la fois d'un KO et d'un bon attaquant. Mais il n'a pas vraiment besoin de bons attaquants puisque son as d'épée est toujours en actif, continue de prendre des récompenses, il est tranquille. Voilà, il n'a pas vraiment besoin de quoi que ce soit. Et de l'autre côté, Luby n'a que. Son Morpeko V n'est pas prêt de délivrer des grosses patates pour l'instant. Il manque quand même un petit peu plusieurs choses afin afin de pouvoir utiliser l'attaque électro-roue. Et le Tokoriko V, il est prêt à attaquer, il a 3 énergies donc il peut infliger 200 dégâts, mais c'est vraiment le seul attaquant qui est vraiment dispo pour aider Morpeko V. C'est pas terrible. Et là, est-ce qu'il aurait un moyen d'utiliser l'attaque de Morpeko V là maintenant? Est-ce qu'il a cette possibilité? Je pense pas. Enfin, le seul moyen, ça serait de le mettre sur le banc et de faire le Tokoprisme, mais c'est ce qu'il a déjà fait, je crois, en début de partie. Heureusement, comme c'est un deck électrique, il y a plusieurs possibilités pour fonctionner. Là, notamment, il utilise Tanguy, Wagner en français, en anglais, qui permet d'aller chercher dans son deck un dresseur et une énergie. Et en fait, déjà, il y a Morpeko V Max. Morpeko V Max a une énergie mémoire, donc il peut utiliser l'attaque de Pokémon de base. Et il utilise le Mont Tonnerre et l'énergie de son tour. Et voilà, il a toutes les énergies qu'il faut pour faire l'attaque
de Morpeko V. Et donc, de cette façon-là, il va pouvoir attaquer, se cacher sur le banc. Et voilà, ça y est, il peut enfin déclarer, il peut enfin commencer son plan de jeu d'attaquer et de se cacher, le hit and run comme il a été imprimé en anglais sur de nombreuses cartes. J'avais Voilà. complètement oublié le Montonnerre, effectivement. Il peut contrecarrer le coup de 3 énergies en 2, du coup. Voilà. Et là, ouais, le hit and run va commencer. Electro Wheel. Voilà. Électro-roue. Euh, et là, c'est. Ah non, il n'utilise pas électro-roue. Ah, je Ah, c'est suis pas Electro Wheel. étonné. Non, il a plutôt utilisé l'autre attaque de Morpeko VMAX pour plutôt que de se cacher sur le banc, il va plutôt étaler des marqueurs de dégâts un peu partout. 180 dégâts, infliger 80 dégâts à chaque Pokémon banc de l'adversaire. Et surtout, en fait, voilà, je pense que ce qu'il essaye de faire, c'est de ne pas défausser une énergie, puisque Electro-roue te demande de défausser une énergie. Et si Gear enlève le stade, mon tonnerre, les carottes sont cuites. C'est ça. Je pense qu'il prend pas trop de risques en mettant le Morpeko VMAX en actif, parce que 300 points de vie, c'est quand même assez conséquent. Après, ça peut aller très vite, ça peut être un touch KO, et en tout cas, il sera pas KO en un coup, je pense, le VMAX. Non, là en fait, je pense que ce qu'Yves essaye de viser, c'est de pouvoir au prochain tour s'assurer que son Morpeko VMAX puisse faire une attaque qui prenne au moins deux récompenses. Et là, vu qu'il a deux attrapes perso en main, il pourrait mettre en actif ce DDNGX planqué sur le banc et le mettre KO en faisant 180. Ou, si ce n'est pas une option, il prend n'importe quel autre Pokémon à une récompense seulement et fait la décharge au max à nouveau pour infliger 20 dégâts sur Spiritomb pour le mettre KO, plus mettre KO le Pokémon qu'il a choisi de mettre en actif. Donc il a deux façons de gagner la partie au prochain tour. Si son Morpeko VMAX peut continuer d'attaquer. Là, Malheur je pense que 250. c'est fini, je pense. En fait, malheureusement, Gear n'a pas eu de chance au niveau des catcheurs. La liste de Roscoton joue 4 catcheurs, mais ça veut dire qu'il faut faire des faces en fait. Et la chance n'est pas toujours au rendez-vous pour les faces. Bah en fait, la chance telle qu'on l'a décrit généralement en tournoi, c'est qu'il faut considérer, quand tu joues une carte, imagine qu'elle fasse face une fois sur 4 pour toi et 3 fois sur 4 contre toi. Et dans ces conditions-là, est-ce que tu décides de jouer la carte quand même? Eh bien, certaines cartes, on se dit oui, le fait de l'effet d'attrape Pokémon est tellement fort, c'est tellement fort de pouvoir choisir au moins une fois dans la partie un Pokémon de banc et le mettre en actif, que c'est un effet dévastateur, on décide de le garder quand même. Et parfois on se dit non, j'ai besoin de jouer certaines cartes dans mon deck, j'ai besoin de la place que représentent les 4 attrapes Pokémon, je peux pas me le permettre. Et donc ça appliqué un petit peu partout. Donc par exemple la carte Pokéball, tu sais la bonne vieille carte Pokéball? La toute première ou celle qu'on a eue sur Sun and Moon? Bah en fait c'est toujours la même depuis le Toujours la début. même, hein. C'est toujours le même effet, c'est on lance une pièce et si c'est face on choisit un Pokémon dans son deck. Donc certes c'est un objet, c'est cool, mais on peut jouer des objets qui sont un peu plus déterministes, qui garantissent d'avoir un Pokémon Exact. sur une ball, même si c'est plein de mains détournées, donc c'est pour ça que personne ne joue Pokéball. Parce que bon, si une fois sur 4 tu réussis à chercher le Pokémon de ton choix, c'est un peu de la merde. D'ailleurs, en parlant de Pokéball, elle est restée dans l'épée bouclier 2, cette fameuse Pokéball. Ouais, voilà, parce qu'après, il faut quand même des cartes, il faut quand même imprimer des cartes dresseurs régulièrement qui compensent pour les gens qui débutent complètement. Et honnêtement, si vous avez des cartes, généralement, quand une carte dit lancer une pièce, la plupart du temps, vous pouvez direct considérer l'effet comme étant à mettre à la poubelle. Il y a quelques exceptions, je l'accorde, il y a genre 5% d'exceptions peut-être, mais généralement, quand il y a marqué lancer une pièce, soit la carte est bonne parce que même en faisant pile 100% du temps, la carte reste bonne tout court. Soit le seul intérêt de la carte, c'est dans le cas où vous faites face, et donc généralement, oubliez la carte, ça sert à rien. Ça sert complètement à rien de jouer une carte qui dit lancer une pièce. L'énorme majorité du temps. C'est vrai que jouer sur la chance, c'est pas toujours cool, mais là, dans le cas des catcheurs, ça peut être intéressant parce que ça peut faire gagner une partie. Mhm. Ça peut faire prendre des prix rapidement et le fait d'en jouer 4, ça augmente les chances. Après, tu peux très bien faire 4 piles et rien avoir, quoi. Voilà. Mais après, généralement, Attrape Pokémon est aussi utilisé dans des decks qui ont besoin de cartes qui s'utilisent très facilement. Et dans le cadre d'Attrape Pokémon, ce qu'il faut savoir, c'est que tu peux parfois le jouer gratuitement. Si c'est face, boum, cadeau,
tu choisis ta victime, tu bolosses qui tu veux en face. Et si c'est pile, bon bah t'auras vidé ta main d'une carte et tu peux derrière utiliser un supporter qui fait piocher fortement, que ce soit recherche professorale qui fait défausser ta main, donc t'as rien perdu. Cynthia, donc tu piocheras mieux derrière vu que tu réduis tes chances de repiocher Attrape Pokémon derrière. Mais ça risque de changer prochainement. Et savez-vous pourquoi? Alors, attends, désolé, mais j'étais pas tout à fait attentif, malheureusement. Ah bah dans ce cas je vais répondre directement. Il se Oui, trouve s'il te plaît. que bientôt Attrape Pokémon va avoir un petit concurrent qui marche à tous les coups et qui est assez facile à jouer, ce sera les ordres du boss. Une carte Le magnifique. retour. C'est un peu le retour de Lisandre, en fait. Voilà. C'est à peu près le même effet. Enfin, c'est le même effet, il me semble. C'est exactement le même effet, mais c'est pas du tout le même nom, donc on pourra pas jouer. Et d'ailleurs, ils ont même décidé que dans les decks en étendue, on ne pourra pas jouer les deux cartes ensemble. C'est un détail mineur, mais en fait, l'effet est très simple. On choisit un Pokémon du banc en face, il devient actif. Le contre-coup, bah en fait, c'est que c'est une carte supporter. Ce ce qui est pas vraiment un défaut en soi, en fait. C'est pas un défaut en soi quand on est setup, hein, j'ai envie de dire. Après, bah non. Quand t'es bien setup, quand t'as bien tout ce qu'il faut, t'as envie de passer à l'action et KO du Pokémon. Hein, donc c'est là que ce genre de carte est très très bien. Tu peux directement faire l'effet d'un double catcher ou d'un catcher face et pour le coup d'un supporter. Hein. Voilà, et après, c'est vrai que dans l'histoire du TCG, comme Lysandre était jouable, il y avait énormément de cartes qui interagissaient avec les supporters. Il y avait un Pokémon, quand tu le posais sur le banc pour le chercher directement un supporter. Il y avait un objet qui permettait de récupérer directement un supporter de la défausse en main. Il y a le registre ami qui permet de mélanger deux supporters de la défausse dans le deck. Et donc, d'une certaine façon, même si les supporters sont des cartes très fortes et généralement un supporter a besoin d'être vraiment bon pour être ton supporter du tour au lieu d'un des très nombreux supporters qui fait piocher. Les supporters ont énormément d'interactions et donc on peut utiliser une même carte ordre du boss plusieurs fois au cours de la même partie. Donc finalement, certes, un supporter du tour, c'est un effet très fort. C'est effectivement un effet fort. Et en plus de ça, tu peux jouer derrière, gérer tes ressources, recycler proprement et tout. Donc, que ce soit sous la forme d'un supporter, c'est quand même assez agréable aussi. Je suis complètement d'accord. Hein. Je pense que ça va être énorme. Voilà. D'ailleurs, la petite particularité, c'est que ça va être très très compliqué à choper cette carte. Je trouve. Parce qu'effectivement, il ne sera disponible qu'en holo, en full art et en full art arc-en-ciel God Bling Bling. Donc, ça la rend plus compliqué à avoir. Même si généralement les decks vont en jouer effectivement un ou deux exemplaires maximum, peut-être qu'ils vont en jouer trois si le but est d'en avoir un vraiment très rapidement, mais il devrait plutôt y avoir un ou deux exemplaires, donc compliqué à obtenir, mais on n'a pas besoin d'en avoir quatre, donc je pense que c'est acceptable. Et puis honnêtement, est-ce que tu as vu à quoi la carte ressemble quand elle est holographique? Oui, bah, j'ai ouvert pas mal de cartes là récemment de épée bouclier 2. Est-ce que tu veux savoir mon ratio de boss order? Les ordres du boss. Alors, t'as eu combien d'ordres du boss? J'ai eu 2 ordres du boss en à peu près 170 boosters. Ah ouais, toi t'as pas eu trop de chance. Un holo et un reverse. Parce que moi, au contraire, j'ai vu quelqu'un qui a ouvert l'équivalent de 94 boosters. Donc, c'est fait à Mhm. peu près tout, c'est l'équivalent de 3 displays. Il a eu un en holographique, 3 Ouais. en full art multicolore, 3 en full art? 3 en full art rainbow, Quoi? 3 en full art rainbow, une en holo. Mon dieu. Donc, c'est pour une famille, c'est pour un père et son fils. Et donc, je pense que eux, ils sont contents, ils en ont deux chacun pour les parties. Je pense qu'ils sont couverts. Je crois en plus, je pense que la full art de Giovanni, ça va être celle qui va coter le plus, hein, très sincèrement, de cette série en full art dresser. Voilà, franchement, la full art, elle est magnifique. Ils ont fait un travail de qualité. Vu que c'est Giovanni qui est représenté sur Boss Order pour cette fois-ci, ça donne juste un résultat de toute beauté. Donc, moi, je dis oui. Moi, je dis oui, je signe. Elle est complètement classe. Là, franchement, quelque chose qui est d'assez bizarre, c'est que la partie ne déroule pas vraiment comme prévu. C'est déjà passé plusieurs tours, mais les deux Pokémon qui sont actifs sont là, ils ne font rien.
rien, il ne se passe rien. C'est l'attente complète. Franchement, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment bizarre. Il n'y a même pas eu de GX d'ADP encore. En fait, c'est le Liputu qui est bloqué en actif. Je pense que Gear n'a pas encore trouvé de switch. Mais c'est pas que ça non plus. Effectivement, son ADP n'a qu'une seule énergie. Il faut une énergie qui fournit du métal et une énergie qui fournit de l'eau pour que l'attaque JX d'ADP fonctionne à pleine puissance. Et là, pour l'instant, toujours pas le cas. Il a du mal à avoir des énergies. Du côté de Luby, il n'arrive pas tellement à avoir d'énergie mémoire, donc il pourra pas faire évoluer son Morpeko V en VMAX si nécessaire. Mais effectivement, l'installation du côté de Luby prend aussi du temps. Si tu regardes bien, il a pu attacher une énergie sur Spiritomb. Donc il avait le choix de mettre deux boréales sur ADP. Ouais, donc peut-être qu'il attend. De toute façon, le Liputu qui est actuellement en actif, c'est pas très grave s'il se fait mettre KO, puisque la gestion du marqueur de dégâts sur les Spiritomb, c'est pas si crucial que ça à travers Liputu. Tu as énormément d'autres leviers pour gérer les dégâts sur Spiritomb. Ah, je pense que Luby doit peut-être verser une petite larme. Ah non, il fait. Ah, si, c'est pas beau ça. Oh là Incroyable. là 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 là. 30 dégâts pour une énergie, c'est assez violent pour un Pokémon de base. Elan qui décide, bon ben, puisque Gear décide de tranquillement prendre sa vie, il va utiliser ce petit coquin de Chinchidou pour faire des dégâts et pour mettre un peu la pression, pour forcer Gear à faire un coup, parce que là, sinon, on attend un petit peu trop longtemps quand même. Allez hop hop hop, on se bouge. Là, il faudrait le petit switch côté Gear Hmm. pour pouvoir faire une GX, quoi. Mais là, j'ai l'impression qu'il l'a pas touché, hein. Vu le, vu le temps qu'il prend. Ouais, voilà, bah, complètement. Hein. Là, quand même, il a plusieurs Pokémon qui sont prêts à attaquer, mais pas complètement. Qu'est-ce qu'il va faire là? Il bouge un dégât du Spiritomb à. Enfin, non, de Liputu à Spiritomb pour que Liputu ne se fasse pas mettre KO en 3 attaques, mais en 4. Il se dire nananananer, comme tu m'auras pas, loulou. Moi, j'aurais pensé, tu sais, j'aurais vraiment pensé qu'il aurait switché un dégât vers le Liputu pour prendre 30 dégâts du Mincino et pour ensuite le refaire pour se KO son propre Liputu. Non, Mais là, non, non, il prend sa vie complètement. Je sais pas ce qu'il a vu Gear, mais peut-être qu'il lui manque certaines cartes clés afin de pouvoir attaquer. Donc peut-être que c'est une stratégie volontaire que de prendre sa vie et de laisser ce Liputu devant. Peut-être qu'il attend que les Morpeko V soient prêts, histoire de les mettre KO en un coup. Je sais pas du tout, je comprends pas. Mystère des boules de gomme. ouais, pour le coup, même avec tout ce qu'il faut sur un Spiritomb, ça va être très très compliqué de KO un Morpeko VMAX, hein. Enfin, en un coup en tout cas. Ouais, voilà, complètement. Là, pour le coup, la partie prend du temps. Complètement. Pendant ce temps, c'est vrai que c'est plus lui qui perd du temps dans la partie. C'est lui qui a le plus besoin de s'installer. Le fait qu'il fait évoluer le Morpeko VMAX, le Morpeko V en VMAX, celui qui n'avait absolument aucune énergie, c'est un petit peu embêtant. Hmm, assez curieux. Mais il semblerait que ça y est, Gear ait enfin commencé à devenir plus agressif. Ah, les bêtises vont commencer. Ça y est, c'est le moment, le match commence. Tu vois, même en pensant à un Spiritomb avec le maximum de dégâts possible et une big amulette, il ferait que 280. Il ferait même pas un KO sur un Morpeko. Sur un VMAX, Sur effectivement, un VMAX, ouais. c'est là que 300 PV, c'est 300 PV. C'est Par là contre, qu'on tu peut peux KO dire un c'est ADP. Spartiate.
C'est vraiment Spartiate. Par contre, tu peux KO en ADP, mais faut du stuff, quoi. Faut vraiment beaucoup d'équipement sur son banc. Ah, Voilà. petit Pokémon Catcher. Ah là 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 là, c'est... Ouh, ça promet du sale, ça promet du bien sale. Si c'est le petit Morpeko V qui se fait mettre KO, ah, ça va être très coton pour Luby là. Et bah, je le sens venir, le petit 180 dégâts, la patate de forain qui va bien faire mal. Donc là, ah non, il décide d'y aller au Spiritomb, en mode rien à faire. Regarde là la big amulette là, sur le banc. J'en avais parlé. Voilà, donc là, il utilise le talent de Spiritomb pour se mettre du dégât, il utilise le talent de Liputu pour retransférer du dégât, et de préférence du côté... est-ce qu'il va choisir les dégâts de l'ADP qui trône sur le banc, histoire de le virtuellement soigner un petit peu? Peut-être. Je pense ouais, qu'il va retirer quelques marqueurs hein, quand même pour alimenter ses autres spiritombes. Hein. Ça mange pas de pain en vrai. Voilà. Donc là... Ah bah attends, c'est honteux. Il est encore vivant, ce Morpeko V. Comment est-ce possible? Bah 40 dégâts x 30 plus 10 plus 30. Donc en fait, il a manqué un marqueur. Il a manqué un marqueur, ouais. Ah, je pensais que ce Morpeko serait déjà KO, mais non, effectivement, il a encore un tour de répit, donc Luby va pouvoir tranquillement mettre des Bah, énergies sur le Morpeko VMAX qui attend tranquillement sur le banc. même avec un marqueur de plus, ça serait pas passé, hein, il aurait fait que 190. Bah, il a 170, il me semble, non? C'est le VMAX là. Là ouais, c'est le VMAX à Ah, 300. c'est le VMAX, effectivement, les deux Ouais, sont ouais. VMAX. J'avais même pas observé la différence entre Morpeko et gros Morpeko. Moi, je fais pas la différence entre avant et après le McDo. Ah bah c'est les mêmes, hein. Ils ont bien mangé à la cantine. Voilà. Et il me semble que dans le jeu vidéo, il a pas une forme Gigantamax particulière, donc c'est pour ça qu'entre V et VMAX, on voit quasiment pas la différence. Ah, je me suis vraiment fait avoir, hein. Voilà. Et donc là, c'est un ADPGX qui s'est fait abattre. On passe un peu plus. Là, on accélère vraiment un peu plus la partie. Voilà. Guerre qui a pu prendre 4 prix d'un coup. Non, pardon. Luby. Non, c'est Luby qui a pris des prix. Je dis des Oui, bêtises. Luby a pris un prix. Enfin, on dit une récompense normalement, mais comme en anglais on dit prize et que prix c'est tellement plus court, on dit souvent des prix au lieu des récompenses. Pardon aux gens qui regardent la chaîne et qui sont pas trop à l'aise avec le jargon du TCG Pokémon. Du coup, il a fait son fameux hit and run et il est pour l'instant tranquille. Voilà, donc ah, d'ailleurs, choix intéressant. Je m'attendais à ce qu'il utilise la grosse attaque à 104, la grosse attaque du VMAX, histoire de mettre KO au moins un Spiritomb, mais effectivement, c'est pas du tout pressant. Il peut garder cette option pour plus tard. Euh, il semblerait. Ah, c'est une option. C'est une option. Ben, cela dit, j'aurais été plus en faveur de nettoyer un Spiritomb, histoire d'avoir plus que deux récompenses restantes, et ensuite le prochain KO à faire, ça aurait été le KO d'un DDLGX ou de deux prochains attaquants. Mais écoute, il a choisi cette voie-là. Qui suis-je pour juger? Qui est-on? Voilà. Après c'est vrai que c'est un bon choix d'avoir utilisé l'attaque pour se cacher sur le banc parce que le deuxième Morpeko VMAX n'est pas du tout, mais alors pas du tout prêt pour prendre la relève. Donc il fait bien. Il fait bien pour le coup, parce que là il cache Morpeko V sur le banc, les deux Morpeko VMAX sur le banc. Là, au tour prochain, si la Poképoupée de Lily se fait mettre KO ou qu'il la repasse sous le deck, il pourrait utiliser le Tokorico Prisme Étoile pour charger une énergie électrique aux deux Morpeko VMAX. Et en plus de ça, il a attaché l'énergie du tour pour avoir deux Morpeko VMAX prêts à l'attaque. Donc
Finalement, c'est un bon choix. C'est bien de penser au tour prochain quand même et aux options qu'on veut se garder sous la poche pour préparer des Pokémon. C'est super important parce que bah, si on n'a rien pour assurer la suite, c'est un peu compliqué au final. Après, Luby a juste une Poké-poupée en jeu, il en a pas une deuxième. Attention au Fion quand même qui pourra arriver. Après, je vois pas trop Gear prendre le risque pour sacrifier un de ses Spiritons, étant donné que Luby a déjà 3 récompenses restantes. Mais surtout, en plus, le seul Spiritomb qu'il pourrait sacrifier, c'est le Spiritomb qui a une énergie attachée. Et il a déjà utilisé plusieurs énergies spéciales fournissant plusieurs types afin de jouer son ADP. Donc il n'a pas tant d'énergie restante que ça pour Spiritomb, il me semble. Je vais vérifier sa liste. Effectivement, il joue 4 énergies multicolores et 4 énergies boréales. Donc en fait, il a un peu de choix. Mais j'ai pas l'impression qu'il en pioche énormément en ce moment. Là, c'est curieux quand même. Je me demande ce qu'il va choisir. Avec Make Do, qu'est-ce qu'il va décider de défausser? Ah bah il vire l'électropuissance. Une carte qui normalement on ne veut pas défausser parce qu'elle a un effet plutôt chaud patate. Euh, Tu te souviens d'électropuissance quand il est arrivé sur le méta, l'impact qu'il a eu à partir de DualShock? Alors désolé, j'avais le chien qui aboyait. Vilain chien, tu iras mourir en enfer. Oh C'est my ça. wa, mo shinderu. Nani? Waf waf? Voilà, non, effectivement, Électropuissance qui est apparu dans la série Tonnerre perdu, qui au début était une carte assez anecdotique, on la joue, et puis quand il s'agira d'attaquer notre Pokémon à la fin du tour, notre Pokémon électrique infligera 30 dégâts de plus. Voilà, c'était assez innocent. Et puis ensuite, Duo de Choc a révélé une petite ribambelle de Pokémon électriques pour profiter pleinement de l'électropuissance. Et donc, on utilisait parfois une électropuissance, voire deux dans le même tour, voire trois pour des coups puissants, des power play, comme disaient bien dire les Américains, et ainsi de suite et tout. Ça commence à partir un peu en fifou et en cacahuète. Donc, c'est une carte qui a vraiment un impact hyper fort, mais la série d'après, pas immédiatement. C'est quelque chose qu'ils aiment bien faire, c'est de donner des cartes très fortes pour un type, mais en étalant un petit peu quand même. C'est vrai que du Choc, c'était un peu l'ère des Pokémon électriques, quoi. Enfin, il y a eu l'arrivée de Picazechrome, il y a eu l'arrivée d'Électropuissance, il y a eu pas mal de petites choses pour les Pokémon électriques. En plus, il y a eu déjà le Zeraora 2 séries auparavant. Je pense que ouais, Choc, c'était pas mal représenté. Bah, c'est vrai que c'est là que les Pokémon électriques, le type électrique a vraiment pris un tournant différent qui est d'avoir plein de petits bonus très temporaires mais très forts. Le fait qu'il y ait le Montonnerre pour réduire de une énergie électrique le coût des attaques, uniquement électrique, mais comme c'est un stade prisme étoile, s'il se fait on ne peut en jouer qu'un par deck et s'il se fait enlever, c'est pour toute la partie, donc assez fort, donc assez fortiche mais très temporaire. L'électropuissance qui ne dure qu'un seul tour mais qui booste les attaques, très temporaire. Le Tokoriko Prisme Étoile qui n'est utilisable qu'une fois par partie car c'est également un prisme étoile mais qui permet d'attacher deux énergies électriques de la défausse à des Pokémon traînant sur le banc, très temporaire mais un boost très puissant aussi. Donc c'est l'idée d'avoir plein de boosts très puissants, très temporaires. Et l'Elector qui, quand il passe du banc au Pokémon actif, il fait 80 dégâts au lieu de 10 seulement. Donc ensuite on le booste avec des électropuissances et ainsi de suite, tout ça pour une énergie. Donc oh là là, le nombre de combinaisons de malades. Un Voltali GX qui, avec son attaque GX, fait 110 dégâts et on est immunisé pendant un tour entier. Ah la purée, le nombre de combinaisons, franchement, moi, je te le dis, c'est un format que j'ai énormément adoré quand DualShock est arrivé. C'était tellement plaisant de jouer des types électriques, il y avait tellement de possibilités de ouf. Surtout qu'il y avait aussi Elector, hein, Zapdos, le Zapdos régular, Ouais, voilà. qui était majoritairement joué avec des compères Ultra Beast. Surtout pour booster les dégâts avec Électropuissance et compagnie. C'était vraiment sympa. C'est vrai que là, il y avait tellement de possibilités pour. Si on aimait le type électrique, si on jouait le Groton Pikachu et Zekrom,
l'escouade qui a eu le plus fort impact au moment où les escouades sont arrivées. On pouvait décider de baser son deck plutôt sur Elector et sur plein de Pokémon à une récompense. Voltaligix c'était un petit peu le pont entre ces deux extrêmes électriques. Parce que Voltaligix pouvait quand même être inséré dans les decks Elector pour avoir un attaquant un peu plus durable. Et c'était un très bon contre face à d'autres decks qui essayaient de compter sur la volatilité de Elector et Ultra Chimère pour justement complètement ruiner le deck, avec un flux d'attaquants à une récompense très dure à tenir. Et donc Voltaligix permettait de tempérer ces decks-là. Donc les nombres d'options, franchement, c'est ça qui est beau, c'est qu'au fil des séries, les options disponibles sont très rigolotes et construire son deck, choisir ses attaquants très précisément, ça a beau être un choix décidé sur 5 ou 10 cartes sur 60, c'est tellement plaisant, il peut quand même exprimer sa personnalité. Très agréable la construction de deck. Bah, c'est vrai que les Pokémon électriques étaient vraiment très très sympathiques, hein. Après, il y a eu pas mal de changements par la suite, avec les gros bourrins type feu qui sont arrivés. Mais non, c'est toujours sympa, hein, les Pokémon électriques. Voilà. Là, en ce moment, ce qui avait pris. Là, le type qui est devenu majoritaire à partir de la rotation, c'était surtout le type feu, parce que le type feu, à la fois, bénéficie d'un des meilleurs supporters du jeu qui est soudeuse, qui permet d'attacher 2 énergies feu de sa main à un Pokémon en jeu et de piocher 3 cartes. Donc ça fournissait un bonus incroyablement puissant. Mais en plus de ça, énormément de cartes de stabilité avaient disparu pour tous les types en général, donc ça rendait le type feu supérieur par définition. Allez là, deuxième partie gagnée par Luby. Voilà, petite partie, c'est le Morpeko qui a brillé pour cette partie-là. Et donc Luby est à 9 victoires. On verra très bientôt qui fait partie du top 8 intégral. On se retrouve très bientôt pour des matchs très sympas et prometteurs, assez épicés. Merci à Luby, merci à Agir qui est resté avec nous depuis le Japon, depuis l'autre bout du monde. C'était cool d'avoir Gear avec nous. Merci de le remercier très chaleureusement d'avoir joué avec nous. C'était Zarma, c'était Jonathan, et on se retrouve bientôt pour le top 8 du Lysandre Championship Qualifier numéro 1. On se retrouve bientôt, à toutes.